Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, très gros morceau, puisque je vais vous parler d'un film culte, qu'il est pour diverses raisons d'ailleurs. Sorti en 1980, bien que j'ai vu sa Director's Cut qui elle date d'il y a 10 ans, 2012, le fameux La Porte du Paradis ou Heaven's Gate de Michael Cimino, son troisième long métrage à l'époque après Le Canardeur et Voyage au bout de l'enfer, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne. Il était temps que je m'attarde sur peut-être l'un des plus gros échecs de l'histoire. Un métrage qui a coûté mais plus que prévu, qui fut très mal accueilli, mais qui des années après a été largement réhabilité. Et peut-être s'agit-il ici d'un des brûlots les plus importants du cinéma américain. Et au casting, nous retrouvons Kris Kristofferson, que j'ai récemment revu dans Blade d'ailleurs, c'est amusant, Christopher Walken, John Hurt, même s'il n'apparaît pas si longtemps que cela, puisqu'il a dû très vite derrière aller tourner Elephant Man, il faut savoir que le tournage a duré de longs mois, bien plus que prévu. Sam Waterston est également présent, Brad Dourif, Isabelle Huppert, actrice française pour son premier rôle aux États-Unis, il me semble. Citons aussi la présence de Joseph Cotton, Jeff Bridges également, qui était là dans Le Canardeur, et les apparitions très brèves, mais marquons-les quand même, de Mickey Rourke, et aussi de Willem Dafoe. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être l'un de ses premiers rôles, c'est vraiment un caméo de quelques secondes, mais voilà, il est là, et on reconnaît son visage. Et alors il s'agit d'un western, film très historique, violent, romantique aussi, une véritable fresque de 3h40 dans la version ici que j'ai vue. Découverte tardive, beaucoup de gens en avaient dit du bien, Jean-Baptiste Toré, bien évidemment, Artopolis, que je salue. Et il était temps que je m'y plonge en ce début d'été, vacances d'été. Je vais donner mon avis après, petit synopsis. L'histoire se déroule donc entre 1870 pour le prologue et 1903 pour l'épilogue aux États-Unis. L'action principale, quant à elle, c'est plutôt donc en 1890, quelque part dans l'ouest américain. Je crois que c'est le Wisconsin, j'ai un doute, mais bon, peu importe. Et nous allons suivre, en fait, principalement un homme qui s'appelle, donc, j'ai pas son nom sous les yeux, James Averill, joué par Kris Kristofferson, qui est donc diplômé d'Harvard, on voit donc au début tout ça, avec peut-être une sorte d'idéalisme sur la société, qui devient donc ce marshal, shérif, d'un comté de Johnson, du Wyoming. Voilà. Et là-bas, il va se rendre compte très vite qu'il va se passer quelque chose de grave, puisque les Américains, installés depuis 2-3 générations, qui sont devenus un petit peu la bourgeoisie, l'aristocratie capitaliste, si vous voulez, de ce grand pays, eh bien, voilà un très mauvais œil l'arrivée de nouveaux immigrants venus de l'Est de l'Europe, Russie, Hongrie, etc. Et, en fait, sous couvert peut-être d'ordre du gouvernement américain, c'est jamais vraiment certain, des mercenaires vont être engagés pour tuer une centaine d'immigrés, placés sur une liste noire, peur d'anarchie, etc. Mais clairement, l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas voir ces pauvres débarquer et risquer de briser le rêve américain et de peut-être piller nos richesses. Nous sommes là depuis plus longtemps qu'eux. Et c'est l'histoire des États-Unis. Et c'était très rare à l'époque au cinéma, 1980, qu'un réalisateur questionne autant l'Amérique, ce rêve américain piétiné par une forme de racisme, de violence. Et évidemment, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle le film n'a pas du tout été bien accueilli et fut un échec. Mais l'autre, c'est parce que peut-être que les gens, entre guillemets, n'étaient pas prêts. Mais on va y revenir. Enfin, pas prêts, ça ne veut rien dire, mais bon, trop ambitieux. Et donc, les aventures de cet homme qui va croiser un ami à lui qui est parmi les mercenaires, qui est joué par Christopher Walken, qui va donc revenir sur place et on voit qu'il a une relation avec la tenancière du bordel local, qui est jouée par Isabelle Huppert. Bon bref, toutes ces personnes vont graviter autour de ce conflit, prendre plus ou moins parti ou subir cette violence. Et il se passe énormément de choses, on va découvrir la vie de la communauté locale, prendre son temps justement, dans un cadre extraordinaire, la pleine nature, un cinéma à la John Ford, comme Michael Cimino adorait tout simplement nous l'offrir, c'est une de ses influences principales. Mais c'est très Cimino comme film, et c'est grandiose. C'est peut-être l'un des meilleurs films que j'ai découvert depuis des mois et des mois.
Je pense même que je préfère ce film à Voyage au bout de l'enfer, qui était déjà extraordinaire. En fait, ici, on a, je pense, l'une des œuvres les plus complètes de l'histoire du cinéma, l'une des œuvres les plus ébouriffantes. Je me sens tout petit d'en parler, là, j'en balbutie presque certaines choses dans mon esprit, mais il faut que ça sorte. C'est du grandiose, mais dans tous les sens du terme. Il y a de la poésie, de la violence dure, des moments de fraternité, de tension, de tristesse, d'émotion, de dureté absolue, d'inhumanité même, j'ai envie de dire. Tout ça filmé, mais à l'exception, c'est exceptionnel, puisque Michael Cimino, il nous propose une reconstitution, mais gargantuesque, tous les détails sont soignés, et pour cause, le budget a explosé. Le tournage qui aurait dû durer 2-3 mois en a duré 8, je crois, enfin, je ne sais pas. Et le pire, c'est que ça se voit. C'est une immersion totale. Quand tu regardes ce film-là, tu te dis, mais c'est pas possible. T'as l'impression qu'on voyage dans le temps avec des caméras et qu'on filme l'époque. C'est presque, j'ai envie de dire documentaire, mais avec l'aspect quand même de la fiction. Même si tout ce qui s'est produit là est tiré de faits réels, c'est une vraie histoire de l'Amérique que nous avons là, parmi tant d'autres, qu'il fallait pas trop montrer à l'écran. C'était pas tabou, mais pas loin. Bon, déjà, comment on traitait les Indiens d'Amérique dans le cinéma avant. Petit clin d'œil sur les Indiens d'Amérique à un moment, où il y a un des mercenaires qui dit « Mais ils sont plus nombreux que prévu, on pourra pas les tuer comme on l'a fait avec les Indiens d'Amérique et faire comme si, quoi. » Donc il y a cette... Bref, voilà. Et le problème, c'est que Cimino, il a eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'il a voulu faire un art total, ce qu'il nous a proposé. Il a reconstruit une ville. La contrée de Sweetwater qu'on voit n'existait pas, c'était vraiment un terrain vague. Il est allé faire tourner plein de gens, des milliers de figurants, à un endroit impossible où ils ont été bloqués pendant plusieurs jours, le temps de tourner peut-être une scène de 30 secondes. C'est absolument fou. C'est de la pureté visuelle, et en plus, avec les images qu'il propose, c'est pas juste des fonds d'écran et autres, ah non, il te fait vivre avec son cinéma, avec une poésie des images remarquable, des compositions de plans qui sont pensées à l'extrême, que ce soit des plans, voilà, par exemple, il y a la montagne qui surplombe un lac, et puis derrière il y a le champ où il va y avoir la bataille, on sent qu'il y a des... comme ça, la beauté de l'Amérique, qui est magnifique, avec la violence de celle-ci. On le sentait déjà dans Voyage au bout de l'enfer, sur les moments voilà, où il revenait, où il repartait, d'où le titre de Deer Hunter en VO. Et c'est fou. Des moments, voilà, je peux aller faire toute une liste si vous voulez, mais bon, en un procédé critique, je serai incomplet, je précise. Des arrivées de train, que ce soit au début avec les immigrants, qui sont entassés, le délire du détail, plus tard les mercenaires qui arrivent, cette violence qui arrive, qui débarque, là je parle des mercenaires, en pleine nature, au début les immigrés qui arrivent plein d'espoir avec notre shérif qui rentre chez lui, et lui il va être face à un dilemme, parce qu'il va devoir choisir un camp, et c'est pas ce qu'il veut faire, et lui il est désabusé. Déjà dès le début dans le prologue on sent toute l'ironie d'ailleurs de ces gens qui sont diplômés d'Harvard et qui sont censés être l'élite des États-Unis, et vous avez le discours du je sais pas si c'est le professeur, je crois que c'est celui qui est joué par Joseph Cotton au début, c'est un révérend, c'est tellement cynique, il est à moitié éméché en plus, où on voit là les traditions, l'Amérique, ils parlent de cela alors que peut-être certains sont sur le sol américain depuis 2-3 générations maximum et que eux ont subi la souffrance qu'ils vont faire subir après aux nouveaux qui arrivent. Et donc les traditions, et les jeunes, ils sont là, ils n'ont pas trop d'envie de trop changer les choses, et en effet, quelques années après, c'est eux qui vont être, on va dire, instigateurs de cette horrible chasse à la sorcière. Et c'est ça l'Amérique, c'est une histoire tragique, les États-Unis, il faut le savoir. Des gens qui ont beaucoup souffert dans d'autres pays, qui sont venus accueillis, et se sont installés, ils ont beaucoup, voilà, ça a trimé dans tous les sens. Puis après, ils ont réussi, puis sur quelques générations après, d'autres sont venus, ils ne les ont pas acceptés, comme eux n'ont pas été acceptés avant. Et comme les premiers n'ont pas accepté, paradoxalement, qu'il y ait des gens déjà là, à leur place, qui étaient sur place, donc les Indiens d'Amérique, par exemple, les natifs. Et c'est ça l'histoire de l'Amérique, c'est ça l'histoire des westerns qu'on peut voir. Mais ici, il sublime le tout. Certes, le genre purement western est là, mais c'est tellement, voilà, ça fourmille dans tous les sens. Il y a des scènes de danse remarquables, la valse au début, après les diplômes, tout va bien. Tout le monde s'enferme dans un cercle qui sera la destinée de l'Amérique, qui était déjà le destin de l'Amérique avant. Plus tard, ce motif du cercle, on le retrouve partout, quand il y a le personnage de Christopher Walken qui
tue sur un immigrant à travers un drap, ça fait un trou. Le moment de la bataille, je vais rien dire sur la bataille finale en détail, mais c'est absolument incroyable. Les acteurs ont dû être coachés à mort. Et ben ça tourne aussi comme ça, avant le moment un petit peu calme avant la tempête de patinoire au Heaven's Gate, qui est un peu l'endroit principal de Sweetwater où les gens se réunissent, tout va bien, et puis quand les problèmes arrivent, on se réunit pour prendre des décisions. Heaven's Gate, c'est ça l'Amérique, hein, la porte du paradis, mais finalement ne serait-ce pas l'enfer pour certaines personnes. Voilà, il y a tout qui est parfait dans ce film, quasiment. Les acteurs et les actrices au diapason de cette grandeur-là, Isabelle Huppert elle-même, vous pouvez trouver des témoignages d'elle sur YouTube. C'est une expérience qui restera unique pour elle. En plus, la façon dont elle a été choisie, alors qu'elle tournait pour Piala à l'époque, on l'a appelée en plein milieu de la nuit pour qu'elle bosse son accent américain. Au final, vous l'entendez dans le film avec un accent très français, mais on imagine qu'elle est d'origine canadienne-française, hein, québécoise peut-être, on ne sait pas. Peu importe, c'est pas important. C'est un film très humain aussi, et puis il y a des moments de magnifiques rapprochements, d'amitié aussi, d'amour, et de drame et de souffrance, évidemment, que ce soit sur le plan plus individuel ou collectif. C'est donc... voilà, on pourrait faire une analyse civilisationnelle de ce film, clairement. C'est peut-être même un brûlot que je réutiliserai un jour dans mes cours pour mes lycéens, parce que ça dit énormément de choses. Et ça le fait de façon très incisive. Évidemment qu'aux États-Unis, ça n'a pas été bien reçu, ça, à l'époque. Oh, il y a autre chose que le délire du c'était trop long, vous avez pris trop de temps pour tourner, le budget a été dépassé. Non, beaucoup d'Américains n'étaient pas prêts à être critiqués ainsi. Et aujourd'hui, forcément, avec le temps, pas mal de choses ont évolué dans les esprits. Et finalement, ce film, aujourd'hui, il est dans l'inconscient collectif du cinéphile, on va dire, du groupe fan de cinéma, parce qu'il y a tout là-dedans. Et la musique. Parce que je l'ai mise en fond, il faut que je l'évoque rapidement. Parce qu'en fait, ça aussi, qui est en fait composé par un jeune qui doit être guitariste, violoniste, qui s'appelle David Mansfield. Qu'on voit dans le film, c'est lui qui fait du violon sur roller, là. Oui, parce que ces scènes de roller, là, de danse, ça va jusqu'au bout du truc. C'est un délire total. Évidemment, reconstitution de l'époque absolue, avec Cimino qui n'a rien laissé au hasard. Et c'est lui, donc on le voit, et il te fait un truc pour sa toute première composition au cinéma, à 23 ans, je crois qu'il avait. C'est magnifique. En reprenant des motifs comme le beau Danube bleu sur la valse du début, et derrière, d'ailleurs, ça sera décliné de façon plus mélancolique, la marche un peu militaire républicaine aussi. Bref, voilà. Tout ça, c'est de la magie. Ce film, c'est clairement de la magie cinématographique, des images, des sensations, des thématiques et de l'histoire. Parce que tu ressors de là, tu as plein de trucs en tête et... Bref, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, mais je pourrais faire durer cette vidéo encore 2 fois plus de temps si je le voulais. Ça ne sert à rien. C'est à vous maintenant d'évoquer en commentaire vos souvenirs sur ce Heaven's Gate, la porte du paradis. Je serais ravi de m'entretenir avec vous, de vous répondre et d'en discuter évidemment, parce que voilà quoi. Bien sûr, je mets une note de 9,5 sur 10. 10 sur 10, jamais la première fois. Jamais. Allez savoir si celui-là n'aura pas son 10 sur 10 quand je le reverrai dans quelques mois, dans quelques années. Mystère. Allez, à la prochaine. Ciao.